Très content d'être avec vous et merci au Vertical Project, à Najib et à tout le monde d'être ici. Je vais vous parler donc d'intuition aujourd'hui. L'intuition, c'est une faculté qu'on a tous en nous et je voulais vous donner quelques clés sur l'intuition, comment l'utiliser, quelles sont les applications et comment le faire au mieux. Moi, j'exerce mon intuition. Je vais vous montrer comment plus tard. Et quand j'en parle à mon entourage, j'ai toutes sortes de réactions en fait. Mais en fait, ce que je fais, c'est pas de la divination. Et je vais vous dire ensuite ce que je fais vraiment. Pour d'autres, ils me voient comme George Clooney. Vous avez peut-être vu ce film, Les chefs du Pentagone, où George Clooney, au début du film, essaye d'hypnotiser une chèvre. Alors ça, c'est moi sur la photo. Enfin, c'est pas la chèvre, hein. Moi, je suis de l'autre côté. Là, j'ai essayé, ça marche pas. Donc, perdez pas votre temps avec ça. Troisième chose, d'autres me voient comme Skippy, en fait. Vous avez peut-être vu le sketch des Inconnus, la secte. Donc, vous amenez vers un nouvel âge réminiscent. Et ça, je fais pas non plus. Moi, je travaille mon intuition. Alors, il y en a d'autres qui le font. Et probablement dans un cadre beaucoup plus stressant et avec beaucoup plus d'implications et d'impact. Alors j'ai mis quelques illustrations, mais vous pourrez le compléter vous-même. On a des pompiers, on a des chirurgiens, on a des pilotes de ligne. Alors je vais parler d'avion un petit peu plus tard aussi. Alors voilà, ça ce sont typiquement des métiers où des gens doivent prendre des actions très rapidement, dans l'urgence, et des actions qui ont un impact souvent de vie et de mort. Donc voilà, l'intuition, c'est pour moi un sujet sérieux. Premièrement, c'est la conscience dans ce qu'elle a de plus lumineuse et de plus noble, comme le disait Bergson. Ça peut être aussi au quotidien des décisions qui vont amener à des décisions qui sont des décisions lumineuses et qui permettent de renverser des situations ou de prendre des bonnes décisions. Voilà. Quand on est dans des situations d'urgence, quand on est dans des situations où on n'a pas assez d'informations, ou même des fois trop d'informations. Alors, le programme d'aujourd'hui, alors je vais vous parler de manière générale d'abord de l'intuition. Qu'est-ce que c'est, hein? Comment la définit-on? On va parler de ses applications également. Ensuite, je vais vous parler de l'intuition locale et non locale. Et on va se diriger vers l'intuition non locale, puisqu'on parle de conscience aujourd'hui, avec l'intuition extrasensorielle. Donc on va parler de l'inconscient ou du subconscient. Pour moi, inconscient et subconscient, c'est deux termes qu'on peut intervertir. Je vais ensuite me diriger dans le domaine de la vision à distance, on dit remote viewing en anglais. Donc, je vais vous parler du programme Stargate, le fameux programme qui a été développé par l'armée américaine pour faire de ce qu'on appelle de l'espionnage psychique, mais en utilisant l'intuition. Voilà. Je vais vous montrer quelques exemples du programme Stargate. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le contrôle remote viewing, donc la vision à distance, et comment cette discipline aide à développer son intuition, puisque l'intuition est comme un muscle, plus on l'exerce, plus elle se développe. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Voilà. Et je vais vous donner ensuite quelques trucs, quelques clés pour la développer au quotidien. Donc, on va voir quels sont les mécanismes et les attitudes pour développer l'intuition. Voilà. Hop là, voilà une jolie image. Alors, l'intuition. Je vais commencer avec un exemple. Moi, j'aime bien les avions, donc vous verrez des avions durant ces prochaines heures. Voilà, vous vous souvenez peut-être de cet incident, un heureux incident, en fait. C'était en 2009. En 2009, un pilote de ligne décolle de LaGuardia, un aéroport, des principaux aéroports de New York. Et puis, en cours de décollage, l'avion est heurté, les turbines en fait, de l'avion sont heurtées par des oies. Et puis là, la procédure exigeait qu'il devait normalement revenir sur LaGuardia. C'est pas ce qu'il a fait. En fait, il a écouté son intuition et son intuition lui a dit d'amérir sur l'Hudson River. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, des amérissages, surtout avec des avions de ce type. Et il a réussi à le faire. Bon, il est particulièrement chevronné. C'est un pilote de l'armée de l'air. Et il a pu sauver les 150 passagers. Alors, il y a eu tout un débat là autour. Est-ce qu'il a pris la bonne décision? Okay. Et en fait, il se trouve que c'était la meilleure décision. Alors oui, techniquement, il aurait pu rentrer à LaGuardia. Il avait assez de fuel pour le faire. Enfin, les conditions s'y prêtaient. Mais ça ne prenait pas en compte en fait, le facteur humain. Vous avez peut-être vu le film Sully avec Tom Hanks. Il y a cette scène où il est au tribunal, où ils prennent en compte le facteur humain.
Et en fait, le facteur humain, c'était le temps de calcul et en fait, tout ce qui relève en fait, de l'humain. Et le rapport de l'Airbus, qui était remis aux autorités américaines, a dit bien qu'un retour à l'aéroport était techniquement possible, l'amérissage d'urgence fut la meilleure décision. Donc en fait, comme on dit, l'intuition a toujours raison. Donc voilà un exemple de l'intuition utilisée à bon escient et puis qui a pu sauver des vies. Donc l'intuition au quotidien, ça ne concerne pas uniquement des pilotes, des chirurgiens ou des pompiers, hein, comme on l'a vu en préambule. En fait, elle nous affecte ou elle nous conseille dans toutes les sphères et les domaines de nos vies hein, quotidiennes, comme vous et moi. Donc en affaires, hein, on sait que ça aide à une meilleure prise de décision. Tim Cook, qui est le directeur général d'Apple, dit « laisser à l'intuition les décisions importantes ». En sciences, ça permet de partir dans le domaine de la découverte et innover. Donc Henri Poincaré, qui est un mathématicien, disait « c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons ». Donc ça, c'est important parce que, si vous voulez, avec le mental ne crée rien, ne crée qu'à partir de l'expérience et du vécu. En fait. C'est l'intuition qui va apporter de la nouveauté. En art, Platon disait l'intuition est la saisie immédiate de la vérité, de l'idée par l'âme, indépendamment du corps. Voilà. Ensuite, l'intuition a plein d'applications, que ce soit dans les relations interpersonnelles, et puis est également vue comme un outil de développement personnel, puisque l'intuition permet d'aller à la rencontre de son soi, de son subconscient. Voilà. Donc si on ouvre un dictionnaire, on trouve les définitions suivantes sur l'intuition. Donc c'est une forme de compréhension directe et spontanée. Donc l'idée de fulgurance et d'immédiateté est importante. Elle est indépendante de la raison, donc elle ne découle pas d'un processus analytique. Et puis si on regarde étymologiquement ce que ça veut dire, alors ça vient du latin intuiteur. Et si on décompose ces deux mots, in ça veut dire dedans ou à l'intérieur, et tuition ça veut dire regarder attentivement. Donc si on met les deux mots ensemble, c'est l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi. Voilà. Comment se manifeste-t-elle? Comment est-ce qu'on reconnaît une intuition? Ce n'est pas toujours évident. Des fois, on pense que c'est une intuition, mais c'est du mental, ou vice-versa. L'intuition est fulgurante, donc il y a cette idée de spontanéité, d'immédiateté, et puis il y a une sensation de justesse. Et le mot sensation est important parce que l'intuition s'adresse au corps, ou passe par le corps. On va y revenir. Alors voilà un dessin qui résume l'intuition, si on devait la dessiner. Alors on a l'information. L'information, ce sont des éléments épars. Ensuite, on a la connaissance. Donc en fait, c'est la relation, la mise en relation, la mise en rapport entre les différentes informations. Ensuite, on a l'expérience. Donc l'expérience, c'est qu'on va au-delà de l'information et de la connaissance. Donc c'est par le faire, par l'expérimentation. Einstein disait que tout n'est qu'information, mais l'expérience, c'est le fait de faire, en fait. Et l'intuition, si on veut, c'est une sorte de combinaison des trois. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'image, on explose le cadre. Parce qu'il y a cette idée, encore une fois, de fulgurance, de justesse, d'immédiateté. Alors, l'intuition a plein d'étiquettes. Pensez bien, j'ai pu lire des dizaines d'ouvrages sur le sujet. Alors, on lui a collé l'étiquette d'intuition experte, d'intuition adaptative, d'intuition émotionnelle, d'intuition créative, et probablement il en manque. Et toutes ces étiquettes ont en général été données par les neurosciences. Les neurosciences se sont apprivoisées le sujet de l'intuition depuis, je dirais, peut-être une vingtaine d'années, depuis qu'on a les outils pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Et il y a en fait une école qui est née, qui est l'école de l'intuition neuronale. Donc pour cette école, pour les neurosciences en général, l'intuition va puiser dans un réservoir d'informations sensorielles inconscientes. Tous les jours, il se passe plein de choses, et certaines informations en fait, sont enregistrées inconsciemment dans notre cerveau. Et dans certaines situations, notre cerveau va court-circuiter les réseaux d'informations, je dirais standards ou normaux. Il va aller chercher cette information dans ce réservoir, cette espèce de base de données sensorielle,
il va émerger avec une information, souvent sous la forme de ressenti. Donc, à nouveau, ça passe par le corps. Et là, on va dire, ah ben voilà, je sens que, et il y a l'intuition qui arrive. Donc voilà, c'est un mécanisme inconscient qui va puiser de l'information dans un réservoir d'expérience stocké dans le cerveau. Voilà. Ou certains disent que c'est une forme de tête chercheuse qui va scanner de manière ultra rapide cette base de données pour proposer une solution. Donc ça, c'est le point de vue des neurosciences, qui est probablement très juste. On a pu identifier les endroits dans le cerveau où est, on va dire, localisé, quelles sont les aires du cerveau qui sont activées lors d'une intuition. On sait que c'est les ganglions de la base qui sont impliqués. Mais si bien que cette explication tient la route, elle met de côté tout un pan de l'univers des activités intuitives. Et je vais y venir maintenant. C'est en fait chaque fois que le traitement est non local. Puisque ce que je viens d'expliquer, que les neurosciences, le traitement est local. Okay, tout se passe dans le cerveau, dans cet inconscient. Mais il se peut aussi que le cerveau, ou que votre conscience, aille chercher l'information de manière non locale. Et on retrouve ce type d'événements lors des précognitions. Je vais donner un exemple après. Vous sentez le futur, vous allez chercher de l'information du futur. Alors Philippe en parlera mieux que moi plus tard, je pense qu'il va couvrir le sujet. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est un continuum de manifestation de l'intuition entre le local, donc le modèle mainstream des neurosciences, et le non local, avec des expériences qui relèvent plus des expériences extrasensorielles, de la parapsychologie. Voilà. Donc en général, quand on sent une personne, ce qui est de l'intuition, je dirais que c'est plutôt basé sur une expérience, donc sur cet inconscient stocké dans le cerveau, local. Et puis dans les cas de prémonition et de précognition, puisque ce n'est pas basé sur l'expérience par définition, eh ben, on est plutôt sur un traitement non local. Voilà. Donc Jocelyn a parlé tout à l'heure de non-localité en parlant de la mécanique quantique. Donc j'ai fait un petit diagramme là pour résumer. Donc quand il s'agit d'une intuition locale, en fait, comme je disais, l'information elle est traitée par les sens et contenue dans le cerveau. Alors que dans un traitement non local, eh bien, l'information elle est de nature extrasensorielle, donc au-delà de vos 5 sens, on parle de 6e sens, et elle est contenue en dehors du cerveau. Donc il y a plein de termes pour cela. On parle des annales akashiques, on parle du vide quantique, mais en fait qui est plein et qui est plein d'informations. Les disciplines qui s'approprient l'intuition locale, ce sont les neurosciences, comme je viens de le dire. Celles qui s'adressent au traitement non local, en fait, c'est plutôt la psychologie ou la philosophie pour l'instant. C'est vrai que la science veut rester en dehors de tout cela, puisque ça remet en cause, je dirais, le paradigme matérialiste. Okay. Les principes clés, pour la localité, c'est que le cerveau sécrète la conscience. Donc, on est vraiment dans la physique, je dirais, standard, le déterminisme, la causalité, la localité, à l'inverse de la non-localité, où la conscience là est non locale, le cerveau est un émetteur-récepteur, donc un petit peu comme une station de radio si on veut, et on retrouve là des lois qui sont les lois de la physique quantique, donc l'indéterminisme, la causalité et l'intrication. Finalement, en philosophie de l'esprit, la localité, le monisme, c'est dire que l'esprit dérive de la matière, donc à l'origine il y a la matière. Ça c'est le paradigme dans lequel nous sommes actuellement, le paradigme matérialiste. Et puis, en ce qui concerne la conscience non locale, on dit qu'on est dans un cadre idéaliste, donc la matière dérive de l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de mesure, comme l'expliquait Jocelyn tout à l'heure, mais effectivement, la matière n'est pas. Elle est peut-être en termes de relation ou de potentialité. Voilà. Donc, je vous ai donné l'exemple avant de Sully, de ce pilote qui a réussi cet amérissage. Donc là, on est dans le cas d'une intuition, je dirais, locale. Okay, c'était quelqu'un avec une grande expertise, beaucoup d'expérience. Il a pris cette décision basée sur ses milliers d'heures de vol. Maintenant, je vais vous parler d'un autre cas, encore une fois avec un avion, et qui est un exemple de précognition. Donc, c'est un cas plus récent. Alors, vous avez là, ici, l'image de l'avion avant qu'il s'écrase. Donc, c'est une vidéo qui a été tournée, c'est assez impressionnant, qui s'est déroulée en février 2015. Et là, un avion a décollé, c'était en Asie, a connu un problème de moteur, a décollé
a heurté ce pont, que vous pouvez voir ici, et s'est abîmé dans la mer, donc il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'avion, il y avait un passager qui est accompagné de son épouse et de son enfant, et au moment du décollage, il a ressenti quelque chose au niveau du corps, hein, et a demandé à être déplacé du flanc gauche au flanc droit de l'appareil. Et cette demande et cette action de s'être déplacé lui a sauvé la vie, car s'il s'était trouvé de l'autre côté, il serait mort. Et il a pu sauver sa femme et son enfant. Voilà. Donc son intuition lui a sauvé la vie. Alors tout est parti du corps et lui a dit de faire ça. Alors là, on n'est clairement pas dans un cadre qui est un cadre local ou un cadre basé sur l'expérience et l'expertise. On est dans un cadre où ce passager a été chercher de l'information, enfin, en tout cas en dehors de son cerveau, puisqu'il n'a pas l'habitude de prendre l'avion et de s'écraser tous les jours. A priori. Voilà. Donc, ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'intuition extrasensorielle. Les neurosciences, le local, je laisse faire les scientifiques, ils le font beaucoup mieux que moi. Moi, je vais m'intéresser à la perception extrasensorielle au sixième sens. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ce passager qui a eu cette sensation. Alors, je vais vous parler maintenant d'Inradin. Jocelyn en a parlé brièvement avec cette étude qu'il a faite avec les méditants. Alors, d'autres études faites par d'Inradin, mais imitées par d'autres scientifiques, durant une trentaine d'années et répliquées plus de 40 fois. On a pu prouver en laboratoire que le corps est capable de capter des informations jusqu'à 10 secondes avant que les choses ne se produisent. Donc, le corps nous parle. Le problème, c'est que c'est un mécanisme inconscient, et le problème, c'est qu'on n'écoute pas toujours suffisamment bien notre corps, parce que c'est très subtil. Et puis, il y a le mental en plus qui parle dessus. Donc, c'est très compliqué. Alors voilà, toutes ces études, en fait, je vais vous donner l'exemple d'une étude où on a mis des gens lambda devant un écran, et on leur a présenté des images toutes les 10 secondes, qui étaient soit émotionnellement neutre, soit émotionnellement chargé. Et on leur a placé des capteurs pour mesurer l'activité électrique cérébrale, la réaction de la peau électrodermale et la dilatation pupillaire. Et on a remarqué qu'avant la survenue des images émotionnellement chargées, eh bien, le corps réagissait. Okay, donc le corps est capable de savoir ce qui se passe dans le futur. Alors, voilà un exemple ici. Donc l'hypothèse était qu'il y avait effectivement une prédilatation de la pupille plus importante pour les images émotionnellement chargées que pour les neutres. Ils ont fait un essai sur 33 volontaires, ils ont fait plus de 1400 essais pour que ça soit significatif au niveau statistique. Et ici, vous voyez la courbe en gras. Ça, c'est les images chargées. La courbe fine sont les images neutres. Et ici, vous avez l'échelle du temps. Donc, on présente les images à 0 secondes. Ça, c'est moins 3 secondes avant la présentation de l'image. Ici, on est à plus 3 secondes. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, la réaction, la dilatation de la pupille est plus grande pour les images émotionnellement chargées que pour les images neutres. Donc, l'effet est plus grand, si vous voulez. Et après, bon, on retrouve après 3 secondes un état, je dirais, plus ou moins normal, en fait. Après le choc de voir une tarentule ou toutes sortes de choses qui peuvent être assez désagréables. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la précognition intuitive et des recherches très, très intéressantes et qui durent depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau. Voilà. Donc, en fait, l'inconscient, que j'appelle le subconscient, en fait, nous parle. Enfin, il parle au corps dans un langage qui est le sien. Le problème, c'est que c'est son propre langage. Et l'idée, c'est de pouvoir le comprendre et l'interpréter de manière à être intuitif. Okay. Donc ce langage, vous l'avez compris, ne découle pas de la pensée, de la raison. Et il procède d'un accès qui est particulier à l'information qui va au-delà de l'espace et du temps. Donc c'est ça qui est intéressant avec la vision à distance, c'est que l'espace et le temps n'ont aucun effet. Vous pouvez autant aller voir ce qui se passe dans cette salle comme vous pouvez aller sur d'autres planètes, et je vais donner des exemples après. Et puis vous pouvez autant aller dans le présent que dans le futur, que dans le passé. En fait, le temps n'existe pas, c'est une sorte d'éternel présent.
Okay, pour le subconscient, la notion de passé, de présent, de futur ne fait pas de sens. Tout est dans le présent. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est un langage qui passe par les sens, par le somatique, et on retrouve ça dans le langage de la vie quotidienne. On ne dit pas « je sais que je vais gagner », on dit « je sens que je vais gagner ». Okay, donc ça passe par le corps, par les sensations, par le kinesthésique. Ça ne passe pas par le raisonnement, la déduction, l'analyse. Okay. Donc l'enjeu pour être un bon intuitif, c'est un des enjeux importants, c'est de se mettre à l'écoute de son subconscient et de décoder ce qu'il a à nous dire. Et c'est très compliqué parce que le conscient et le subconscient, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas entre eux. Ils sont même souvent fâchés. C'est souvent le mental et le conscient qui crée, je dirais, du bruit sur le signal, parce que vous êtes toujours connecté à votre intuition. Ce que j'appelle le flux intuitif. Il est toujours là. Le problème, c'est de pouvoir l'écouter et l'entendre. Et le mental produit plus de 60 à 70 000 pensées par jour. Donc c'est un brouhaha continu. Et l'idée, c'est déjà de le calmer, de le taire, de le faire taire du mieux qu'on peut, parce qu'on ne peut pas complètement le faire taire. Et ensuite, d'être capable d'écouter son subconscient et de comprendre ce qu'il nous dit. Et on va utiliser le corps pour ceci. Je vais vous montrer plus tard. Okay. Donc, comme je disais, le subconscient dialogue très mal avec le conscient, mais tous les deux s'adressent très bien au corps. On connaît l'effet placebo, par exemple. Donc, je vais avancer. Voilà. Donc, pour vous donner une image, on peut dire que l'océan, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est l'océan. C'est quelque chose de vaste. Quelque chose qui peut être dangereux aussi. On ne s'y aventure pas comme ça. On se prépare. Mais il est plein de potentialités et il invite à la découverte, il invite au voyage. Ensuite, on a le conscient qui est la terre ferme. C'est bien, c'est pratique. On a besoin d'être sur la terre ferme, on a besoin de fonctionner au quotidien aussi avec le conscient. Ça permet d'être ancré, d'être bien. Par contre, ça peut être assez ennuyeux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va à la plage. On rentre les deux là. On va voir la frange inférieure du conscient, en fait. Voilà. Donc l'idée avec la vision à distance et l'intuition, c'est d'aller chercher de l'information dans l'inconscient avec le corps, de le ramener le plus proche possible du conscient et ensuite aller décoder l'information au niveau du préconscient pour le ramener au conscient. Donc tout se passe dans la frange inférieure du conscient. Voilà. Donc j'ai fait une autre illustration ici avec un iceberg. Donc vous comprenez que le conscient, c'est la surface émergée. Ensuite, la surface immergée, c'est le subconscient et la frange inférieure du conscient. Et ici, j'ai essayé de représenter en fait, ce champ d'information par lequel on va chercher l'information pour avoir cette intuition, pour avoir ces informations, grosso modo. Donc, encore une fois, le subconscient a accès à l'information totale. Le défi, c'est de convertir cette information en un mouvement musculaire réflexe, et je vais vous montrer comment on fait ça après. L'information ensuite franchit le seuil du subconscient. Il va se loger ici, dans le préconscient, dans la frange inférieure du conscient, et ensuite on va interroger cette information. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir apprendre le langage du subconscient. Chacun d'entre vous a un subconscient, mais il a son propre langage. Donc il faut apprendre à le décoder. Voilà. C'est ce qu'ont fait les Américains durant 23 ans avec le programme Stargate, donc programme qui n'a rien à voir avec la série, vous connaissez peut-être, de science-fiction. Programme Stargate, c'est un assemblement d'une dizaine de projets qui cherchaient à développer et à utiliser l'intuition à des fins de renseignement militaire. Un programme qui a eu lieu de 72 à 95, donc 23 ans. Donc, vous pensez bien, si ça n'avait pas fonctionné, il aurait arrêté au bout de plusieurs années, enfin au bout de quelques années seulement. Donc, beaucoup de succès, je vais vous montrer quelques exemples. Ils ont absolument utilisé les principes que je viens d'expliquer ici. Donc, programme Stargate, en gros, c'est l'usage de la propriété non locale de la conscience, plus de 20 ans d'espionnage psychique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a d'abord été développé par le Stanford Research Institute, qui était peut-être à l'époque l'institut le plus prestigieux au monde. Chaque fois qu'une branche du gouvernement ou chaque fois
que dans le secteur privé, on n'arrivait pas à produire ou à trouver une solution au problème, on allait au Stanford Research Institute. Pour vous donner une idée, l'environnement que vous connaissez sur votre ordinateur a été créé là-bas. La souris d'ordinateur a été créée là-bas. Donc, ils sont à l'origine de milliers de brevets. Ils sont très forts en innovation, en créativité. Donc, toute cette recherche a été faite là-bas. Vous connaissez peut-être le nom de Hal Puthoff, de Russell Targ, d'Ingo Swann. Ils ont travaillé tous ensemble, tous ces scientifiques, pour mettre au point cette méthode de développement de l'intuition, voilà, qui a été révélée en 1995 et qui est utilisée maintenant dans le civil. Donc, ils ont mis en place des protocoles, et c'est ça qui est intéressant, puisque en préambule, je vous disais que je ne suis pas Madame Soleil. Ce n'est pas de la divination, en fait, puisqu'il y a des protocoles. Okay, il y a une façon de le faire, scientifique, et moi qui suis, je dirais que je suis assez terre-à-terre, c'est ce qui m'a plu dans cette approche, c'est de pouvoir mesurer, quantifier, comprendre ce qu'on fait mal et ce qu'on fait bien, pouvoir s'améliorer et apprendre. C'est vraiment une méthode. Et ce que je trouve exceptionnel aussi, c'est qu'on peut vraiment choisir des cibles, on appelle ça des cibles, les sujets, les objets que vous allez essayer de chercher dans le passé, dans le présent, elles peuvent être n'importe où et se trouver n'importe quand. Donc en général, on va aller voir des situations, on va aller voir des lieux ou des personnes. C'est ce qu'on fait en vision à distance. Alors, vous pouvez imaginer les applications pour l'armée, c'était aller visiter des bases soviétiques, aller voir ce qui se passe dans la tête de Kadhafi, et tout ça, ils l'ont fait. Rechercher de la drogue cachée dans des navires, donc ils l'ont beaucoup utilisé dans le cadre de lutte contre les narcotrafics, aller à la recherche de sites nucléaires ou de sites de développement militaire. Voilà. Donc voilà quelques projets. Ça a commencé en 1972, comme je disais, avec le projet Scanate. Ensuite, il y a eu le projet Grifflame. Donc là, une première application vraiment importante, c'était dans le cadre de la crise des otages en Iran. C'était en 1978. Une soixantaine d'otages américains étaient coincés dans l'ambassade à Téhéran. Et l'idée, ce qu'on a demandé aux espions psychiques, c'est d'identifier lesquels, parmi tous les ressortissants aux États-Unis, étaient coincés dans l'ambassade et qu'est-ce qui s'y passait. Tout ça a donné des résultats qui étaient bons, voire très bons. Donc chaque année, le programme Stargate a reçu des financements d'année en année pour continuer. Alors ce n'était pas facile, parce que tout le monde voulait utiliser cette technologie, mais personne ne voulait la financer. Scientifiquement embarrassant, politiquement encombrant. Donc en fait, ça a été financé par toutes sortes de branches de l'armée, la CIA, l'armée de terre, l'armée de l'air. C'est passé par à peu près tout. Et tout le monde a utilisé, la plupart des agences l'ont utilisé, et revenaient avec de nouvelles demandes. Donc si ça ne fonctionnait pas, ils ne seraient pas revenus. Donc elles revenaient sans cesse. 19 agences qui bénéficiaient de ces services, plus de 20 millions de dollars investis, et 504 missions d'espionnage, plus de 2500 séances. Donc vous avez une équipe, ça dépend, hein, vous pouvez être 4 ou 5, voire 10 intuitifs qui travaillaient jour après jour sur des missions. Voilà. 40 collaborateurs au total. Voilà, j'ai parlé de ces sites. Les missions étaient très variées et sensibles. Sites ou armements stratégiques, situations de prise d'otages, opérations de narcotrafic, prise d'informations sur des leaders politiques. Les applications sont grandes. Alors, deux facettes, comme je le disais, une facette recherche et développement, mettre en place les protocoles. Ça, c'était fait au sein du Stanford Research Institute. Ici, vous pouvez voir Hal Puthoff, physicien, Ingo Swann, intuitif, artiste new-yorkais. Et ici, vous avez une partie des intuitifs militaires. On voit Paul Smith, Lynn Buchanan, David Morehouse, etc. Donc, opération ultra secrète pendant plus de 20 ans. Quelques documents, mais je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Mais ça, c'est des résultats d'audit externe, okay, donc, qui disaient qu'effectivement, que c'est un phénomène réel, que la distance n'a aucun effet, donc on se retrouve dans un cadre non local de nouveau, que l'efficacité de la vision à distance peut être améliorée par la mise en place de procédures d'apprentissage et d'entraînement, donc c'est quelque chose l'intuition se travaille et se développe, et qu'elle a un potentiel pour la récolte de renseignements. Voilà. Encore d'autres extraits de documents. Alors tous ces documents, vous pouvez les trouver sur le site de la CIA. Alors bien sûr, ils sont en anglais,
Vous avez des milliers de documents, donc j'ai passé pas mal d'heures à consulter tous ces documents. Certains sont sur mon site internet, les plus intéressants, je les ai mis à disposition. Donc vous pouvez vous-même jeter un coup d'œil. Encore une fois, ici, on retrouve une remarque lors d'un audit, parce qu'ils font des audits financiers chaque année pour dire est-ce qu'on veut encore continuer à financer ces fous qui font de l'espionnage psychique. Voilà. Ici, le faisceau de preuves est trop impressionnant pour rendre compte des résultats par de simples coïncidences. Voilà. Quelques exemples concrets maintenant. Une des premières expériences, par IngoSwan, on a donné à IngoSwan de simples coordonnées géographiques. On lui a demandé, est-ce que tu peux décrire ce que tu vois, plutôt ce que tu ressens, ce que tu perçois. Et il a pu, en fait c'était la cible ici, c'est une, oula, je vais revenir en arrière, c'était une île. Et voilà ce qu'il a pu décrire, donc c'est assez ressemblant. Il a pu décrire correctement l'île ainsi que les installations, les principales installations qui se trouvent sur l'île. Je vais passer ici, voilà. On lui a demandé, alors il s'ennuyait, on lui demandait de regarder des objets dans des boîtes, etc. Il a dit, vous ne pouvez pas me faire des trucs un petit peu plus intéressants, un petit peu plus sexy. Et il a dit, voilà, on sait que 2 sondes vont être envoyées sur Jupiter, vont prendre des mesures, des photographies de Jupiter. On aura les résultats dans 6 mois. Et moi, je te propose, je vais aller voir ce qui se passe sur Jupiter et on va voir si c'est confirmé dans 6 mois. Donc IngoSwan a pu valider, ou a pu découvrir des propriétés inconnues du monde scientifique sur Jupiter, qui ont été ensuite confirmées par les photographies et les mesures faites par les sondes. Donc il a pu découvrir 13 propriétés inconnues, l'existence d'un manteau d'hydrogène, les émissions infrarouges, les tempêtes et vents violents, et les anneaux de Jupiter, ici, que vous pouvez voir. Ce qui est intéressant avec la vision à distance, c'est que vous notez tout ce qui se passe dans votre tête, que ce soit du ressort du mental ou de l'intuition, vous allez le noter sur le papier. Comme ça, tout est prouvé, tout est sur papier. Et c'est une manière d'organiser l'information entre le mental et l'intuition, et de balancer en fait les productions du cerveau droit et du cerveau gauche, et d'organiser l'information et de vous connecter au flux intuitif. Donc voilà. Encore un exemple, cette fois-ci avec un autre intuitif, Pat Price. On lui a donné des coordonnées de nouveau. C'est tout en aveugle, ou en double aveugle. On ne dit pas tu vas aller voir une base, on lui donne une série de chiffres et débrouille-toi. Il a observé ceci, il a fait ce dessin d'un portique. Ils ont dit mais tu vas chercher ça où quoi? Et en fait, la CIA est passée, plus tard, a fait des photographies du site. Ils ont reconstitué ici le site. Effectivement, il avait observé cet immense portique qu'on voit ici. Donc vraiment des gens exceptionnels, vraiment doués à la base. Ici encore un autre exemple. C'était un chantier naval en Sibérie. Il y avait des bâtiments. On a demandé à un autre intuitif, John McMoneagle, d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Et il a vu ce sous-marin. Quand il a rendu ses croquis au Conseil national de sécurité, ils ont dit non mais il délire. Un sous-marin comme ça, de cette taille, avec des missiles ici, ça n'existe pas. Ah oui, ça existait, puisque 6 mois plus tard, justement, ces sous-marins sont sortis via un tunnel dans la mer, et les Américains ont découvert le Typhon, qui est un submersible russe qui était le plus grand au monde, peut-être qui est encore le plus grand au monde, avec justement 7 rangées de missiles, quelque chose de complètement atypique à l'époque, qui se trouve, disons, à l'avant, ici et ici, du submersible. Voilà le genre de choses dont étaient capables les intuitifs du projet Stargate. Ici, encore un ou 2 exemples lors d'exercices. Vous reconnaissez ici la Devil Tower de rencontre du 3e type. Donc, de nouveau, procédure en double aveugle. L'intuitif n'a aucune possibilité de savoir de quoi on parle. Il a pu le décrire ici. La même chose ici avec l'intérieur d'un missile à ogive. Encore une petite dernière pour la route. Le tout début du programme Stargate, il y a des exercices sur des cibles. Ici, on a le Superdome. Vous pouvez voir, assez bien décrit. On dirait même une soucoupe volante. Assez amusant. Et puis ici, Stanford Art Museum, on retrouve les piliers ici, et la structure la structure de l'immeuble. Donc tout ça, on le retrouve dans des documents qui sont déclassifiés par la CIA. Voilà.
Donc tout ça m'amène à vous parler du control remote viewing et vous expliquer un peu comment tout ça marche, quoi. Alors, plusieurs définitions ont été données, mais en gros, ce qu'on va retenir, c'est que c'est l'acquisition et la description par des processus mentaux d'informations inaccessibles à la perception ordinaire en raison de la barrière de l'espace ou du temps. Je pense que c'est une définition assez neutre et générique. Excusez-moi. Donc le développement de la méthode, encore une fois, on décrit des lieux, des personnes et des événements par l'unique usage de ces capacités intuitives. Donc cette méthode a été enseignée avec succès au personnel. C'est vrai qu'à l'origine, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient à disposition 4 ou 5 personnes extrêmement douées, vraiment des vrais clairvoyants, et qu'ils le faisaient comme ça, en fait, sans protocole. Okay. Ils se mettaient dans un état de relaxation profonde, c'était la plupart du temps en mode alpha, avec des ondes cérébrales en mode alpha, et ils arrivaient à décrire ce qu'ils voyaient, comme je vous l'ai montré là. C'est ce qui s'appelle l'extended remote viewing. Et ils se sont dit, si ces gens devaient disparaître ou devaient quitter le programme, on se retrouvera sans espions. Donc on va devoir former les gens, n'importe qui, qu'ils soient moyennement ou peu intuitifs, à cette méthode. Donc ils ont mis en place une méthode en 6 étapes pour développer l'intuition. En observant ces espions psychiques, donc Ingo Swann et d'autres ont analysé les différents processus et les différents mécanismes à l'œuvre, et ils ont créé cette méthode. Voilà. Donc on utilise des protocoles, c'est un ensemble de règles structurantes. La structure permet non seulement de différencier le mental avec l'intuition, mais permet aussi d'organiser la récolte d'informations, permet aussi d'occuper le mental. Et quand le mental est occupé à faire de la structure, eh ben, il laisse la voie libre à l'intuition pour aller chercher de l'information. Donc en fait, si vous voulez, c'est une danse entre le mental et l'intuition qu'on met en place à travers ces protocoles. Voilà. Donc pour résumer, les 6 étapes du control remote viewing. Première chose, c'est-à-dire qu'on va faire un idéogramme, et ça je vais vous montrer plus tard comment on le fait. Bon, pas comment, mais comment ça marche. On va d'abord sentir en gros la structure de la cible. Est-ce que c'est quelque chose de mou? Est-ce que c'est quelque chose de rigide? Est-ce que c'est quelque chose d'aérien? Est-ce que c'est quelque chose d'énergétique? Et on va sentir aussi le mouvement, donc la consistance et le mouvement. Okay. C'est immédiat, c'est rapide. Vous vous rappelez, l'intuition, c'est quelque chose de fulgurant. Donc on note voilà, ces impressions. Le mental va venir, le mental va court-circuiter, mais ce n'est pas grave. On va le noter à droite de la page. On va dire, OK, on prend note. Et si on dit au mental qu'on prend note, il est content, parce que le mental, c'est aussi l'ego. Et si on le met de côté, il a tendance à revenir à la charge. Donc c'est pour ça qu'il faut tout noter. On va noter, puis il dit, OK, il a pris note, je suis content. Voilà, il est comme ça le mental. Hein. Et on va essayer de trouver quel est le Gestalt principal. Donc Gestalt, mot un peu barbare qui vient de Gestalten en allemand, qui veut dire structuré. En fait, la cible a une signature, a une essence. Okay, comme ce cinéma, en fait, l'essence, c'est le bâtiment, c'est la solidité. Donc on va identifier d'abord le Gestalt pour se connecter. En fait, le but de la première étape, c'est de se connecter à la cible. Okay, et c'est pour ça qu'on va donner des coordonnées ou des chiffres arbitraires au départ. Autrement, la conscience, elle a accès à tout. Okay, futur, passé, présent, ici, ailleurs. Et on va lui donner avec l'intention, parce que l'intention est une des grandes forces de l'univers, une des grandes forces du control remote viewing aussi. On va lui dire, c'est là que tu dois aller. C'est comme vous allez sur Internet, si vous ne tapez pas dans Google une instruction, vous allez aboutir nulle part. Avec la vision à distance, c'est la même chose. En fait, vous devez avoir une intention très claire et précise de dire maintenant, je veux aller voir ça maintenant. Il faut aussi donner une temporalité, ou avant, mais il faut dire quand. Voilà, donc le Gestalt, vous l'avez identifié. Après, étape numéro 2, vous allez commencer à ressentir. Donc vous allez utiliser vos 5 sens. Vous vous souvenez que l'intuition passe par le corps pour alimenter votre 6e sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens ou toucher? Qu'est-ce que j'entends? Comme Jeanne d'Arc, on peut entendre des voix. C'est moins courant. En général, vous allez avoir des impressions visuelles, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir un ressenti. Et vous allez vous connecter à la cible, toujours plus grande, toujours plus fortement. Vous allez commencer à ressentir des dimensions, c'est grand, c'est large, c'est petit, c'est étroit. Et là, vous aurez un ressenti émotionnel de vous
comment vous vous sentez, comment vous sentez la cible. Est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce que c'est terrifiant, est-ce que c'est joyeux? Et une fois que vous avez fait cette connexion par l'émotion, c'est là où vous êtes vraiment bien connecté à la cible et vous pouvez aller chercher des informations qui commencent à devenir vraiment, vraiment très intéressantes, jusqu'à des informations qui sont d'ordre conceptuel ou abstraites. Voilà. Donc, deuxième étape, on utilise les sens. Troisième étape, on fait des croquis. Ça passe beaucoup par le dessin. Pas besoin d'être un grand dessinateur. C'est faire des traits, laisser aller la main. Et là, on commence à avoir des formes et des choses qui apparaissent sur le papier. On peut interroger ces informations. Ce qui est intéressant avec le remote viewing, c'est que vous êtes en charge de la quête. Vous êtes comme un enquêteur, un détective. Vous allez chercher des informations. Tu dis, bah tiens, voilà, imaginons que je visualise cette salle. Je peux me dire, ah bah voilà, si je me place à 100 mètres au-dessus de la salle, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Si je me mets à 50 mètres, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes tout le temps en mouvement. Et le mouvement active l'intuition. Voilà. Étape numéro 4, on utilise une matrice. Ici, on va chercher des informations, toujours sensorielles, mais également émotionnelles. On va voir qu'est-ce qui se passe peut-être pour les gens dans la salle, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette salle, émotionnellement. Et on va aller chercher des informations de type abstraite. Voilà, à quoi ça sert, pourquoi. On a peut-être des notions de divertissement qui vont venir. Voilà. Étape numéro 5, je vais passer brièvement. Là, on va aller interroger encore des informations, mais d'une autre manière. Et étape numéro 6, on va cette fois-ci utiliser le mouvement et la kinesthésie. On peut faire du modelage, par exemple, de ces perceptions. On peut utiliser de la pâte à modeler pour reproduire ce qu'on a vu par le toucher. Le fait d'être en action et par le toucher permet d'activer encore l'intuition. Donc voilà, 6 étapes. Et au fur et à mesure des 6 étapes, bien, comme je vous le disais, on est toujours connecté avec notre intuition, mais plus on avance dans le processus, plus le mental va se taire, et plus vous serez connecté avec votre intuition, et les informations vont venir. Donc il faut les gérer, les informations, parce qu'elles peuvent venir aussi d'une manière très rapide, à un certain moment. Je regarde quelle heure il est, 11h15. Ok, je crois que je suis dans les temps. Donc voilà, on voit ici qu'il y a une accélération ici du contact. C'est quand les émotions viennent, qu'est-ce que je ressens? Et là, vous êtes sur place. On peut noter des fois des phénomènes de bilocation. Donc, à mesure où vous êtes ici, vous êtes en train de faire votre séance, mais vous êtes en même temps sur le site. Quand ces choses-là se produisent, on arrête, on pose tout, on fait des pauses. On fait beaucoup de pauses pour s'assurer qu'on soit bien en contact avec le flux intuitif. Parce que là, les informations arrivent de manière beaucoup trop rapide quand vous êtes en bilocation. Vous n'avez pas le temps de tout noter. Vous faites une pause et vous reprenez. Donc les pauses sont un outil important en vision à distance. Ok. Donc on peut imaginer que c'est comme une bande passante. En fait, ou pour ceux qui font de la photographie, une ouverture de diaphragme. C'est ça. Donc au début, beaucoup de pollution mentale, beaucoup de déduction, d'interprétation, d'idées, d'imagination, de fantasmes. Mais au fur et à mesure que vous connectez à l'intuition, eh bien, celui-ci va se taire. Voilà. Donc, le principe de la méthode, au fil de ces 6 étapes, le subconscient est encouragé à communiquer avec le conscient par le biais des ressentis corporels et kinesthésiques. Okay. Celui qui est bon en vision à distance et en bon intuitif, c'est quelqu'un qui peut distinguer les impressions sensorielles de ses constructions mentales. Okay. Donc, il y a des trucs pour le faire. Si je parle uniquement des ressentis visuels, en vision à distance, quand c'est de l'intuition, c'est des flashs. C'est assez flou, c'est mouvant. C'est pas de cinéma 3D. Hein. Cinéma 3D, c'est le mental. Okay. Et c'est plutôt statique en général. Si vous commencez, et vous verbalisez beaucoup en vision à distance, vous dites ce que vous faites. S'il dit ça ressemble à, si vous dites des choses comme ça, c'est du mental. Si vous dites je pense que, ben, j'en parle même pas. On est en plein dans le mental là aussi. Donc il y a des trucs en fait pour pouvoir distinguer le mental de l'intuition, et ça c'est très important dans la vie de tous les jours, puisque souvent on se pose la question, est-ce que c'est une angoisse, est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est une interprétation ou un souhait, ou est-ce de l'intuition? Voilà. Et puis encore une fois, plus vous faites ce type d'exercice, plus votre intuition se muscle et se développe au quotidien. Donc moi à titre personnel, j'écris des livres, je donne des formations là-dessus. Mais je suis responsable RH aussi dans une multinationale et ça fait plus de 15 ans que je fais du recrutement. Donc je peux vous dire que l'intuition, c'est quelque chose que j'utilise à chaque recrutement. Voilà, et en général, ça commence avec une intuition
et je la valide avec du mental, en fait. L'intuition me dit quelque chose, et puis j'essaye de le valider avec le mental, voilà, ou pas. Souvent, je l'écoute, puis des fois, je ne l'écoute pas, et je me plante. Voilà, c'est comme ça. Tout ça, je vous ai dit. Oui, je vais avancer. Hop. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est son histoire de gestalt et d'idéogramme pour se connecter à la cible? Voilà. Donc, première étape, on va se connecter à la cible. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est amener le conscient ou le mental à lâcher prise, et ça, c'est pas évident, parce qu'il faut toujours s'accrocher, et inviter le subconscient à s'exprimer. Alors, lui, il s'exprime, mais il est noyé dans le flot du mental. Voilà. Donc, ce qui est conseillé en général, c'est de faire une petite méditation avant. Il faut le calmer, le mental, il faut préparer le terrain. C'est une sorte d'échauffement. Pas besoin de faire ça des heures. 20 minutes, 5, 10, 20 minutes, c'est bien. Voilà. Donc on va utiliser un idéogramme. Donc c'est une représentation graphique de la cible. Alors ce qui se passe, c'est que, imaginons que j'ai envie d'aller voir cette salle, mais je ne sais pas que c'est la salle évidemment, et que j'ai une autre personne qui me la donne comme exercice, aller voir cette salle de cinéma. Il va assigner à cette salle un code qui est complètement arbitraire, mais qui va permettre de générer une intention qui est précise. Et derrière ce code, il y a ce que j'appelle une instruction, c'est-à-dire il va dire, voilà, la cible est la salle du cinéma Pathé à telle heure. Décrit-la. Okay. Attaché, il y a un code, un numéro arbitraire de nouveau, et il va me donner le numéro. Okay. Une fois qu'il me donne le numéro, je vais le noter, puisque c'est important de fixer l'intention, et je vais faire un petit gribouillis. Voilà, je vais vous montrer un exemple après. Je fais un petit gribouillis, et ce petit gribouillis, c'est comme un fichier zip, il contient toute l'information. C'est le gestalt. Il contient toute l'information sur la cible que je vais devoir ensuite décoder. Et c'est comme ça que je me connecte. Donc, encore une fois, c'est via le corps. Okay, le subconscient me donne une information, parle au corps, je fais mon gribouillis, je ne dois pas me concentrer, il faut que ça aille vite, l'intuition est fulgurante et spontanée, rapide. Et ensuite, je vais décoder l'information au travers de ressentis. Okay. Donc, en gros, le subconscient se connecte, mais il est toujours connecté au flux intuitif, achemine l'information au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome produit un mouvement réflexe, et puis ensuite, c'est l'idéogramme. Et ensuite, c'est dans ma frange inférieure du conscient, si on veut, et je dois aller chercher cette information et l'interroger. Donc voilà, plus concrètement ici, vous pouvez voir ici un numéro qui est donc arbitraire. J'ai fait ce petit gribouillis-là, et là, j'utilise le protocole et je l'interroge. Okay. Je décris d'abord le mouvement, okay. Et la consistance, je vais toucher l'idéogramme, je vais toucher ce gribouillis, je sens que c'est plutôt dur, j'ai une impression de dur, voilà, note dure. Et ensuite, mon mental va me dire, ouais, c'est une montagne. Alors, pour le calmer, hop, je vais noter montagne. Et puis, voilà comme je vois ça. Ici, vous voyez, je touche l'idéogramme pour le ressentir. Alors après, plus vous faites l'exercice, et plus ça sera facile. L'intuition se développe. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la communauté d'intuitifs et de visionnaires à distance, on a à peu près tous les mêmes idéogrammes. Voilà. En général, une structure sera quelque chose avec un truc à angle droit, comme ça. Une montagne, ça ressemblera plutôt à une montagne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la forme de l'idéogramme ne renseigne pas sur sa nature. En fait, c'est le mouvement qui renseigne. Une forme de vie, en général, ça sera quelque chose comme ça. Si vous dessinez un truc comme ça, probablement, il y a des gens qui sont impliqués où il y a une forme de vie, quelque chose d'organique ou de biologique. OK. Donc, voilà. Alors, je voulais vous montrer un truc que j'ai fait, moi, une séance. Une séance intuitive. Je vais peut-être revenir juste en arrière. Il ne veut pas. C'est pas grave. Donc, voilà un exemple. On m'a donné des coordonnées et j'ai déroulé le protocole ici. Vous pouvez voir mon idéogramme ici. Ici, c'est la matrice, l'étape 4, et ensuite, j'arrive plus loin sur des concepts abstraits ou conceptuels. Des concepts conceptuels, c'est intéressant. Et puis, voilà la cible. Ça, c'était la cible. Donc, on me l'a donné qu'à la fin, bien sûr. Autrement, ça aurait été trop facile. Donc, c'est un pont routier, en fait, qui enjambe une rivière, reliant deux quartiers de la ville, avec une structure qui est légèrement courbe, avec des éléments métalliques, bien sûr, avec une forme elliptique. Puis voilà mon résumé. Alors à la fin, je ne dois jamais essayer d'identifier. En vision à distance,
Vous décrivez, mais vous n'identifiez pas. Si vous commencez à nommer les choses, vous êtes dans le mental. Donc vous devez décrire. Vous devez décrire, excusez-moi. Mieux. Voilà, donc voilà ce que je dis. Mon ressenti est que la cible est une structure artificielle solide. Donc là, pour l'instant, je suis juste et complexe dans sa conception. Je sens également la présence de liquide, d'humidité associée à cette structure. Elle est massive et semble pourvue d'un dôme. Bon, on peut voir ça comme un dôme, peut-être. C'est une structure fermée qui comporte toutefois des ouvertures sous forme de grilles. La cible est statique, mais dégage de l'énergie, une impression de vitesse de mouvement. La cible remplit une fonction de passage, offre des opportunités. Voilà. Merci. Ouais, ça demande un peu de travail. Après, moi, je ne suis pas encore en train de voir des sous-marins dans des hangars. Ça, je ne fais pas, mais bon, voilà. Ça, je dirais quelqu'un qui s'entraîne raisonnablement bien. Alors, il faut de l'assiduité, il faut de la discipline. L'intuition, c'est quelque chose qui se travaille. Pas trop non plus, vous fatiguez. C'est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus vous renforcez le muscle, mais aussi plus vous le faites. Et plus vous risquez le risque de casser un muscle ou de blessure. Donc l'intuition se travaille régulièrement, je dirais, c'est un peu comme la méditation, mais vous faire un peu de méditation tous les jours, qu'une 3-4 grosses méditations chaque semaine, et puis ensuite vous fatiguez. C'est plus efficace. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il existe beaucoup de choses en anglais sur le remote viewing et la vision à distance, mais rien en français. Et je me suis dit, mince, c'est incroyable. Ça fait 20 ans que la méthode est révélée au public à travers la déclassification de documents. Et j'avais envie de le partager au public. Donc j'ai écrit ce livre qui vient de sortir, La science de l'intuition, où j'explique le protocole, là, tel que je l'ai fait, mais évidemment plus en détail. Je parle aussi beaucoup de l'intuition, comme je l'ai fait en début de conférence. Moi, je vais être dans les temps, ce qui est fabuleux. Les clés en soi, donc je vous ai dit, j'allais vous donner des trucs pour développer l'intuition. Donc, intuition et contrôle remote viewing. Donc, on l'a vu, cette méthode mobilise l'ensemble des mécanismes et des attitudes qui favorisent la connexion et le développement de l'intuition. Donc, il y a plusieurs choses. On a vu que écouter son corps, c'est important. Donc, être attentif à ses ressentis corporels. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. Okay, vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que me dit mon estomac? Que me dit ma gorge? Ou un exercice qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une salle et vous rentrez dans une autre salle et vous sentez l'ambiance. Qu'est-ce que je ressens en termes d'ambiance? En termes peut-être d'empreinte énergétique. Et si vous êtes capable de faire ça, vous serez vraiment fort en vision à distance. Donc, parce que tout passe par le corps. Ensuite, la concentration, c'est gérer le mental. Okay, donc c'est pour ça qu'il y a une structure et un protocole. Ça permet à l'hémisphère gauche de votre cerveau de se concentrer sur la structure et pas de venir polluer l'hémisphère droit, donc l'intuition, avec du bruit. Donc la gestion du mental, voilà, à travers la concentration, c'est important. Rester focus. Puis rester focus, c'est surtout l'intention, donc être capable de poser une intention. Jocelyn l'a expliqué avant avec certaines lois de la mécanique quantique. En fait, l'esprit, la conscience et l'intention, je dirais, c'est presque le fondement. C'est une propriété fondamentale de l'univers. La conscience, mais l'intention en fait partie, c'est très important. Donc en fait, tout fonctionne avec l'intention. Si vous posez une mauvaise intention, ou pas assez forte ou pas assez précise, vous n'allez pas y arriver. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise justement cette coordonnée pour fixer un point de conscience, un point de concentration sur une cible. Les attitudes, le lâcher-prise, agir sans s'inquiéter du résultat. Vous faites confiance à la structure. Okay. Faut imaginer le protocole comme des tuyaux. Est-ce que vous allez vous inquiéter en fait, du liquide qui est dans le tuyau, ou est-ce que vous allez vous inquiéter que les tuyaux soient bien assemblés du point A ou au point B? Vous allez évidemment vous concentrer sur les tuyaux. Donc on se concentre sur la structure, on ne se concentre pas sur le liquide, puisque si les tuyaux sont bien assemblés, l'eau, elle suit d'elle-même. Voilà. Donc, on pourrait être tenté en cours de vision à distance de revenir en arrière et d'analyser, il ne faut surtout pas le faire. Il y a du lâcher-prise, il faut faire confiance. La confiance, c'est aussi important. Confiance que c'est possible de le faire. Si vous partez du principe que vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. Et ça, beaucoup d'études ont été faites en parapsychologie. Ce genre de choses fonctionne pour les gens, on va dire, qui y croient.
j'aime pas tellement le terme de croyance, puisqu'il y a des faits scientifiques derrière, c'est les gens qui pensent que c'est possible. Donc, on est tous conditionnés, on a été conditionnés par nos parents, on a été conditionnés par l'école, par le paradigme en cours, le paradigme matérialiste, que ce genre de choses ne sont pas possibles. Ce n'est pas possible de percevoir à distance, bien sûr. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est d'éliminer les conditionnements émotionnels et culturels au maximum. En tout cas, dire, OK, l'espace d'une demi-heure, l'espace de faire une séance, je pense que c'est possible. Le détachement, c'est détacher de son image. Donc là, on parle de l'ego. OK, absolument y arriver. Voilà, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut vouloir s'amuser, en fait. En fait, l'intuition ne fonctionne pas par la joie. Pourtant, c'est vrai que j'aime bien donner des cibles aux étudiants, des cibles qui sont intéressantes. Le subconscient, c'est comme un enfant. Donc, il faut l'amuser, il faut l'émerveiller, il faut que ce soit lumineux, comme on dit. Donc, il faut de la joie, il faut de l'intérêt. Et puis ensuite, il faut une attitude de patience, d'ouverture et d'accueil. Okay, si vous fermez, évidemment, vous n'allez pas capter grand-chose, par évident. On a vu que l'intuition, c'est quelque chose qui se déroule de manière fulgurante, rapide. Alors, je ne dis pas qu'il faut être lent dans l'exécution des protocoles, mais il faut être dans la patience. Les choses viennent quand elles doivent arriver. Okay. Voilà. Donc, c'est une liste un peu longue, mais les bénéfices de la méthode, pour moi, et je pense pour la plupart des intuitifs avec lesquels j'ai pu échanger, sont vraiment multiples. En fait, non seulement ça développe l'intuition, permet de bien poser une intention, chose importante, faire dialoguer le conscient et l'inconscient, apprendre à être en relation avec son soi, avec son subconscient. Comment est-ce qu'il nous parle? Comment le fait-il? Développer aussi sa faculté attentionnelle, donc à travers au corps. Renforcer l'écoute à son corps, comme je disais, être davantage dans l'instant présent, ici et maintenant. Bon, c'est une faculté qui est clé également, bien sûr. Organiser la collaboration entre les hémisphères cérébraux. Et puis cultiver des attitudes qui favorisent l'intuition, donc je viens d'en parler. Je vais avancer. Donc je propose des cours. Moi j'habite Genève, donc vous avez pu noter l'accent suisse. Il n'est pas très prononcé, j'ai été gentil. Voilà. Donc Najim m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas donner quelque chose. Donc voilà. Le 9 et le 10, je serai ici pour organiser un atelier sur un jour et demi. On va passer au travers des 3, 4 premières étapes. Puis on va travailler ensemble en fait. C'est important d'être coaché quand on fait ce genre de choses. Projet Stargate, ils étaient toujours plusieurs à le faire, toujours un facilitateur et un intuitif. L'intuitif fait fonctionner son cerveau droit, le facilitateur, le cerveau gauche, puis surtout il vous guide. C'est comme un copilote. Parce que vous partez de rien, vous partez d'une série de chiffres. Donc c'est important de bien suivre la structure et puis d'être guidé avec des bonnes questions. Voilà. Donc voilà, j'ai créé une petite académie. Les enseignements, j'ai bientôt fini. Les enseignements du control remote viewing. Donc, il existe une interconnexion profonde au niveau fondamental de la réalité. Okay, sinon, ce ne serait pas possible. Notre essence s'étend bien au-delà de notre simple enveloppe corporelle. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre cerveau. Okay, je crois que Jocelyn en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, en fait, on est plutôt notre âme, on va dire. La conscience n'est pas limitée par l'espace et le temps, okay, non local. Nous sommes davantage que notre corps et notre cerveau, je viens de le dire. Ouais. Nous pouvons dialoguer avec la part de nous-mêmes qui n'est pas aux prises avec l'univers matériel. Et ça, c'est génial. Et puis, on observe une circulation de l'information directe, donc sans médiation, sans médiateur, entre le moi et, en termes jungiens, le soi ou l'âme, ou le moi et l'âme collective à l'image d'un poste informatique connecté en réseau. Donc, encore une fois, pourquoi l'intuition? J'ai donné quelques exemples. Prendre de meilleures décisions, mieux sentir les situations et les personnes, entretenir après de meilleures relations avec elles, être davantage créatif et innovant, okay, être capable de penser en dehors du cadre. Vous vous souvenez cette petite image, dessine-moi l'intuition. Donc voilà, on sort du cadre, nourrir l'attention, la concentration et l'intention, identifier et éliminer ses croyances et conditionnements émotionnels et culturels et cultiver une meilleure connaissance de soi. Ça, c'est super important. Peut-être le plus important, en fait, pour moi, la vision à distance, c'est avant tout un outil de développement personnel. Avant d'être allé espionner la voisine dans sa salle de bain ou des choses comme ça. on peut voir, mais on ne peut pas toucher, donc, en plus. Ouais. Donc, récapitulation, dernier slide. Ensemble, nous avons exploré donc, ce qu'est l'intuition et à quoi elle sert.
l'intuition neuronale, des neurosciences, en opposition avec l'intuition extrasensorielle, le rôle du corps, du conscient, du subconscient dans l'inconscient, dans l'intuition, excusez-moi, l'usage de l'intuition extrasensorielle dans le programme Stargate, la méthode que j'ai présentée, les mécanismes et les attitudes pour développer l'intuition et les enseignements que je viens de tirer. Voilà, merci pour votre attention.